Olivier Dubois, bonsoir. Bonsoir. Tu es sur une chaîne internet qui s'appelle ImproViews. On va parler impro pendant une bonne heure. Comment ça va? Ouais, ça va. Il paraît que tu as fait un peu de route pour venir. Bah oui. Tu viens d'où, Olivier? Je viens de Bordeaux, Ouais. donc ça fait un peu de route en effet. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Olivier? Donc je m'appelle Olivier Dubois, j'ai 47 ans. Je suis improvisateur, comédien, formateur et aussi directeur du théâtre Improvidence à Bordeaux. Comment ça se passe, Olivier? C'est possible d'exercer à temps plein ces 5 métiers? Bah oui, c'est le principe de l'intermittence, hein. Donc bah oui, oui, c'est possible. Ça fait un peu courir partout des fois, mais bah, disons que l'improvidence c'est aussi un outil pour le Olivier Dubois improvisateur, donc ça mêle un peu les deux quand même, quoi. Est-ce qu'il y en a un que tu pratiques plus ou est-ce qu'il y en a un dans ton cœur qui est plus important que les autres ou est-ce que c'est tout égal? Bah, au niveau de temps, c'est sûr que c'est la direction qui prend plus de temps, bien sûr. Après, c'est pas le plus funky de tous, quoi, ou le plus intéressant, mais ça fait partie du jeu et puis de mon travail, quoi. Moi, j'aime bien quand même, hein. Mais après, jouer la scène, ça reste quand même le moteur, quoi, bien sûr. Est-ce que tu as une spécialité en impro, Olivier? Euh, je pense être un comédien improvisateur assez polyvalent. Donc je suis un peu bien partout. Après, c'est sûr que bien sûr les formes courtes, ça m'amuse plus trop, ça m'intéresse plus trop en tout cas. Donc je suis quand même plus sur les formes longues. Donc c'est pas mal ma spécialité. Et je pense que en termes de qualité, je pense que je suis assez adaptable. Que je vais m'adapter assez rapidement à l'endroit où je suis et les partenaires avec lesquels je joue. Je pense, assez caméléon. Tu disais les formes courtes, plus trop, ça veut dire quoi? C'était beaucoup avant? Il y a des choses qui ont changé? Qu'est-ce qui a changé? Bah, moi j'ai commencé à l'impro, il n'y avait que ça. Donc habituellement je fais des formes courtes, des cabarets, des matchs, voilà, des catchs, etc. Et puis on est assez vite venu aux formes longues, donc aux longues formes. Donc bah, obligatoirement maintenant je suis moins amené à faire des formes courtes, presque plus, quasiment jamais. Tu dis on est, est-ce que c'est plus parce que c'est une mode ou est-ce que c'est plus parce que toi, il y a des choses qui ont changé? Est-ce que j'ai amené des choses qui ont changé? Quand Comme tu j'ai dis dit. on est amené à faire plus de formes longues, est-ce que c'est plus un rapport à la mode ou est-ce que c'est plus toi qui as plus envie de faire ça? Ah oui, donc clairement c'est moi qui ai plus envie de faire ça. Oui, oui, c'est pas un rapport à la mode, hein. C'est juste que je trouve que pouvoir avoir une heure devant soi pour pouvoir jouer, c'est quand même autre chose que d'avoir quelques minutes, quoi. Ça pose le rapport. Enfin, le rapport est différent à l'histoire, au partenaire, au personnage, à ce qu'on veut faire passer, à ce qu'on veut faire vivre au spectateur. C'est autre chose, quoi. Ouais, c'est plus ça, ouais. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu es le directeur de l'Improvidence Bordeaux. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment c'est passé? Eh bien, je faisais partie d'une compagnie à Lyon qui s'appelle Et Compagnie, que j'ai quitté parce que je suis parti vivre à l'étranger pendant 4 ans. Et au retour de l'étranger, il se trouve que pour des raisons personnelles, je suis allé m'installer à Bordeaux, dans la région bordelaise. Et j'ai su que Thomas, donc le directeur de l'Improvidence Lyon, le président, pardon, pensait ouvrir un autre Improvidence quelque part. Et quand j'ai su ça, je lui ai dit que j'allais à Bordeaux. Et puis quand il a su ça, ben, il s'est dit que c'était peut-être la bonne solution d'installer un Improvidence à Bordeaux. C'est un peu l'alignement des étoiles un peu parfait. Et donc c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord pour ouvrir un lieu à Bordeaux, un autre Improvidence. Comment ça s'est passé au début? Au début, euh, bah, c'est pas facile de trouver un lieu déjà techniquement. C'était quand même beaucoup de trucs pratico-pratiques. Euh, et puis il fallait s'installer dans une ville que je connaissais pas, dont je connaissais peu d'improvisateurs.
Et donc, c'était pas habituellement simple d'aller rencontrer tout le monde et, voilà, et de ne pas passer pour le théâtre qui venait s'installer d'un seul coup et installer des choses et sans tenir compte de ce qui existait déjà sur Bordeaux, quoi. Mais alors pourquoi ils sont allés chercher quelqu'un qui venait de l'étranger, qui a fait son impro à Lyon pour qu'il dirige un spectacle à Bordeaux? Bah, ça, je sais pas, faut demander à Thomas, mais bah, moi, ma réponse, c'est je pense que par rapport à mon expérience, à ma connaissance du réseau, à ma connaissance de l'improvisation générale, voilà, je pense que c'est pour ça, quoi. C'est vrai que prendre quelqu'un de Bordeaux, ça aurait été aussi une bonne solution. Une autre solution, en tout cas. Du coup, t'as vu plein de spectacles? Bah, du coup, j'en vois plein, j'en ai vu plein, et je continue à en voir, ouais, bien sûr. Ouais. Toujours, tous ceux qui passent à la Providence Bordeaux, j'essaie au moins d'aller les voir une fois, quoi. Ça fait combien là depuis que tu gères à la louche? Combien j'en ai vu? Ouais. Après, il y a voir et voir, parce qu'il y en a que je regarde attentivement, et puis il y en a que j'écoute d'une oreille discrète, quoi. Qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un spectacle? Bah, il y en a où je m'assois vraiment dans le public, et puis je me mets vraiment en position spectateur. Et puis certains, je vais m'asseoir au fond, je vais peut-être sortir l'ordinateur, je vais peut-être un peu bosser, un peu écouter le public, voilà quoi. Assez rapidement, manière avec l'expérience, on entend ce qui se passe, quoi. On entend le public réagir, on entend les comédiens, on entend très vite, voilà, on sait où ça va aller à peu près. Et puis quand ça m'interpelle, peut-être des fois je m'approche pour regarder un petit peu plus, quoi. Qu'est-ce qui t'interpelle? Je pense qu'il y a pas mal la réaction du public déjà. C'est un truc qui me met la puce à l'oreille. Et puis, il y a plein de choses qui peuvent m'interpeller. Ça peut être la musique, ça peut être la manière dont ça joue, le fond, la forme. Je vais m'intéresser à la forme dès le début parce que je vais être là au filage, les gens vont m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, j'ai lu le pitch, donc voilà. Et puis après, au-delà de la forme, ouais, la manière dont on traite la scène, la manière dont on se situe sur scène, qu'est-ce qui se raconte, qu'est-ce qui se joue, toutes ces choses-là, quoi. Est-ce que c'est nouveau aussi? Parce que si c'est un spectacle, entre guillemets, qui n'a jamais existé, mais que j'ai déjà vu 100 fois, ça va moins m'intéresser, quoi. Il y a des trucs nouveaux que tu vois? Ouais, il y a des trucs qui m'ont surpris, ouais. Comme quoi? Alors surpris, c'est pas mutuellement que j'ai trouvé ça, que j'ai apprécié, mais non, mais surpris en tout cas nouveau. On est d'accord sur le truc nouveau. Ouais, il y a des choses qui, comme quoi, un spectacle de Césure par exemple, Patrick Smadri et Annelle Dubois-Tribou Dubois, je sais plus, ou l'inverse, peu importe. Ouais, ça m'a plu, vraiment. Ça m'a surpris, je trouvais ça nouveau. L'apport du régisseur, voilà, vachement fort. Les spectacles féministes que j'ai vus, genre Rouge, avec un vrai fond féministe. Après, les spectacles où on sent qu'il y a beaucoup de boulot derrière, où il y a des petits tiroirs de mise en scène, persona. Ça, c'est voilà. Fushigi aussi sur le travail du corps. Donc, c'est des choses qui m'ont intéressé vraiment de voir fonctionner. À Bordeaux, on a aussi des gens qui mélangent beaucoup de dessin, musique, impro. Ça aussi, ça m'a assez étonné. Ça s'appelle Bazar ou Bidule pour les enfants. Des créants. Et puis des moments, ce qui est rigolo aussi, c'est de voir que des fois, il y a des créations spontanées de spectacles qui se ressemblent. Des gens qui ne sont jamais croisés, jamais vus, ils ne savent même pas l'existence l'un de l'autre, puis d'un seul coup on se dit il y a des choses qui ressemblent vachement. Compagnie à Bordeaux qui s'appelle En un seul mot, dont le spectacle ressemble, hein, c'est vraiment pas le même qu'à Persona. En tout cas dans la volonté finale, ça ressemble. Donc ça c'est assez intéressant aussi à voir. Je suis une troupe d'impro, j'ai envie de jouer dans ton théâtre, comment je fais? Remplis un dossier, envoie un mail à prog@improvidence.fr. Et je dis quoi? Tu dis... en fait, ça marche comme ça, mais souvent, c'est des gens qu'on peut connaître, des spectacles qu'on a déjà vus, ou voilà, c'est quand même très rare qu'il y ait un spectacle qui vienne jouer à Bordeaux sans que
un de l'équipe de l'improvidence l'ait vu, ou l'ait pas vu, je ne sais plus où est la négation. Mais il y a quand même, ça arrive quand même souvent, ou alors c'est quelqu'un qu'on connaît très bien et en qui on fait entièrement confiance sur le rendu, quoi. Mais voilà, après, c'est vrai que, est-ce qu'il nous est arrivé vraiment de faire jouer des spectacles qu'on n'avait jamais vus? Je pense que c'est arrivé quand même. Je pense que c'est arrivé quand même. Avec le risque, bien sûr, d'avoir, voilà, de se louper, quoi. Puis des fois, il y a des troupes qu'on a déjà vus dans d'autres spectacles, qui nous présentent un nouveau format, un nouveau spectacle. Donc, pareil, on fait confiance et puis on lit le pitch, puis on en discute un petit peu et voilà, quoi. Il y a une ligne artistique dans ta programmation? Ou alors il faut remplir des trous? Est-ce qu'il y a une ligne artistique? Je pense qu'il faut faire de l'impro déjà. Il faut faire un spectacle improvisé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une ligne artistique. Si, bien sûr que si, il y a une ligne artistique. Il y a des choses qu'on ne va pas prendre. Parce que si on me dit je vais faire un tournoi de match à l'improvidence, ou je vais faire du cabaret, on va demander à des gens des mots dans le public, puis on va jouer en faisant à la manière du western, je pense qu'on ne prendra pas, quoi. Donc plutôt qu'une ligne artistique, on sait que c'est une grosse ligne artistique, quoi. Mais on sait qu'il y a des choses qu'on ne prendra pas. Voilà. Pourquoi on ne prend pas? Parce que ça ne fait pas partie de la ligne artistique. mais parce que c'est pas en tout cas ce qu'on veut montrer à l'improvidence, quoi. Parce que c'est pas ce qu'on montre jusqu'à maintenant. Et voilà. Après, il y en a la programmation. Aussi des horaires, on a des spectacles un peu plus tout public, un peu plus facile. Voilà, on a le catch impro qui est amateur, géré par des pros. Le dimanche, voilà, ça c'est le spectacle. On sait ce que c'est, on sait que ça marche, on sait que les gens aiment bien et on sait que les comédiens qui viennent jouer aiment bien aussi venir, encadrer. Voilà, donc je veux dire, tout le monde y gagne à ce moment-là. Mais c'est pas le spectacle qu'on mettra le vendredi, samedi à 21h en prime. Je sais pas si on n'a pas jamais dit ça, mais on peut le dire. Est-ce que tu as l'impression qu'avec un théâtre à Bordeaux, tu crées une sorte de mini-communauté? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense pas qu'on crée une semi-communauté. La communauté de ceux qui sont venus jouer à l'Improvidence Bordeaux? Non, je pense pas. Non, parce qu'il y a des gens, des troupes à Bordeaux qui viennent pas jouer à l'Improvidence, par exemple, du tout. Soit qui veulent pas, soit qui sont venus puis que finalement ils préfèrent vendre leur spectacle ailleurs, voilà, qui veulent pas jouer dans les conditions de l'improvidence. Donc non, vraiment j'ai pas l'impression, quoi. J'ai plutôt l'impression que l'improvidence est un outil utilisé par la communauté de l'improvisation plutôt que l'improvidence comme centre d'une communauté, quoi. Qu'est-ce qui est embêtant dans cette fonction? Qu'est-ce qui toi t'embête? Qu'est-ce qui est compliqué? Compliqué ou embêtant? Bon, déjà, gérer les comédiens, c'est jamais très simple. Moi, j'en suis un. Alors, non, mais c'est un avantage parce que c'est vrai que comme je suis moi aussi comédien, moi aussi artiste, des fois, je pense que je réponds de manière assez précise aux demandes parce que je sais ce que c'est d'arriver, de jouer, d'avoir du temps ou pas pour travailler, d'avoir du temps de s'installer, etc. D'être accueilli. Voilà, donc, ça, par contre, c'est un avantage, je trouve. L'inconvénient, c'est que c'est un travail non-stop, quoi. On pourrait bosser tout le temps, on ramène le travail à la maison, enfin, on est au téléphone, voilà, on décroche. Bon, c'est rare quand je coupe mon téléphone, quoi. Donc c'est un peu un métier qui fait, voilà, si j'étais boucher, je pense que je fermerais la grille et j'entrerais chez moi et puis j'aurais pas c'est rare d'avoir un coup de fil le soir, quoi. Donc concernant le boulot, quoi. Alors là c'est un peu, voilà, et puis après il y a le côté un peu administratif, un peu, ouais, mais bon, c'est pas, je gère pas énormément ce côté-là parce que le back office est quand même vraiment sur Lyon. Donc au niveau inconvénient, c'est le temps passé, c'est beaucoup de temps, c'est tout le temps, et puis surtout bien accueillir les comédiens, je trouve que c'est difficile. C'est-à-dire que je sais ce que c'est d'arriver dans un lieu pour jouer, on a envie d'être bien accueilli, quoi, d'être accueilli correctement. Même si nous, ça fait
le 20e spectacle qu'on fait en un mois ou la 20e troupe qu'on fait en je sais pas combien de temps, je trouve que c'est bien que les compagnies elles aient l'impression de bien le faire, quoi. Même si des fois on fait semblant, quoi. On essaie de faire en sorte que, quoi. En tout cas, les gens ils sentent bien ça, quoi. Combien de fois tu fais semblant par mois? Je sais pas. 2. Voilà, tu veux une réponse, je réponds 2. Mais non, mais c'est Antoine Laurent qui disait des fois on ment, des fois on fait semblant que pour que les gens aient confiance, voilà, on fait le petit sourire je sais pas, il y a ce petit sourire du médecin qui donne confiance. Voilà, des fois quand on a un peu l'expérience, on dit ah là je sens que c'est pas un vrai sourire. Mais non, mais après moi ça fait plaisir de bien accueillir les gens quand même. J'ai l'impression que je fais ça en me forçant, mais je suis content d'accueillir les troupes, je suis content de voir du monde, je suis content que les gens se sentent bien et qu'ils repartent dans l'improvisation en disant ah on a été trop bien, on a été bien accueillis, c'est vrai que nous on a l'appart au-dessus, donc les gens ils peuvent dormir là, il y a une vraie ambiance troupe. J'aime bien accueillir des troupes et puis avoir l'impression de faire un peu partie de la troupe pendant quelques minutes, puis jouer avec eux, parce que c'est vrai que des trois quarts du temps, j'ai en night show la possibilité de jouer avec des gens qui viennent jouer à l'Improvidence à 19h30 ou à 21h, donc ça c'est cool, quoi. C'est pour ça que tu gères, c'est pour avoir la possibilité de rencontrer et jouer avec d'autres gens? Et programmer mes spectacles. Ouais. Non, c'est pas pour ça que je gère du tout. Non, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, je gère parce que c'est arrivé comme ça, quoi. J'ai pas tellement choisi. Enfin, il y a pas c'est un choix qui s'est fait naturellement, quoi. Donc voilà, quoi. Si je vais monter un théâtre et que je viens de te demander 3 conseils pour la gestion et la programmation, j'enlève l'aspect compta, finance, com, juste artistique et programmation, qu'est-ce que tu as comme conseil à me donner? Alors, si tu arrives dans une ville où tu connais pas les gens, bien écouter ce qu'il y a déjà, bien se renseigner sur ce qui existe, sur ce qui se fait, tout ça, voilà. Essayer de ne pas prendre un lieu où il y a déjà des gens qui jouent, parce que ça, c'est ce qui a posé problème à Bordeaux, parce qu'on a pris un lieu où il y avait déjà une troupe qui faisait des matchs dedans. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué par rapport à ça. Et puis le reste, ouais, c'est ça, c'est la même chose, c'est être ouvert à tout ce qui se passe. C'est compliqué parce qu'on fait du local, et on fait du national, on fait l'international, et on essaie de mêler un peu tout ça. Et je pense qu'on y arrive bien maintenant, au bout de 3 ans, on a réussi à trouver à peu près notre équilibre. Donc c'est un peu ce conseil-là, c'est de dire comment on peut arriver à faire une programmation qui tient compte du local, qui tient compte des gens qui sont là, qui proposent des trucs intéressants, nouveaux aussi, que tu ne connais pas habituellement parce que ce n'est pas habituellement dans ton réseau à toi. Et puis continuer aussi à faire venir, enfin pas continuer, mais en plus faire venir des compagnies que tu connais d'ailleurs, que tu as déjà vues, un peu sûres, des trucs sûrs ou des trucs qui te plaisent et que tu as envie aussi de faire connaître au public bordelais, quoi. Il a des parrains ou des marraines, le théâtre? Ah oui, les 2 premières personnes qui sont venues jouer à l'Improvidence, parce qu'en fait c'est bizarre, parce qu'on a ouvert en février et on a fait l'inauguration en octobre, je crois. On a fait un truc entre les deux. Donc on a des parrains marraines de l'ouverture non officielle et un parrain de l'ouverture officielle. Donc c'est Timothée Ancio et Odile Cantero qui sont venus jouer pour la première fois avec moi sur scène. Donc c'est le premier spectacle vraiment, estampillé Improvidence enfin, plus ou moins, je crois, on avait fait. Voilà. Tu vois plein de spectacles. Est-ce que tu vois une tendance? Est-ce que tu en imagines une pour la suite? On ne parle pas notamment des spectacles qui ont lieu à l'Improvidence Bordeaux, des spectacles en général que je vois. Oui, parce que je suppose que tu as l'occasion d'en voir, mais de fait à Bordeaux, d'en voir beaucoup aussi. Je pense qu'on voit de plus en plus de spectacles avec... il y a avec la volonté de fond déjà. Ça, je crois qu'on n'avait pas trop avant ça. Avant, on avait vraiment ce spectacle. On voulait que ce soit divertissant, quoi, que ça emmène les spectateurs dans un voyage émotionnel avant tout. Et là, on sent que de plus en plus, on a envie de les faire réagir, de les faire réfléchir. Ça, on a de plus en plus ce truc-là. Et je vois aussi de plus en plus de spectacles avec une vraie réflexion artistique
forte en disant on veut que notre spectacle soit comme ça. C'est-à-dire que l'improvisation, c'est pas juste on va faire un spectacle d'impro, mais on va utiliser l'impro pour faire un spectacle qui va parler de ça ou qui va donner ça. Ou voilà, donc c'est question de moyens qui est l'improvisation et de fin. Donc je trouve qu'on n'est plus dans on va faire un spectacle d'impro parce que c'est l'impro et c'est cool. Et c'est pour ça que vous venez voir, parce que vous allez voir, c'est impressionnant, on arrive et on fait de l'impro et on invente un truc en direct. Mais plus l'impro comme un outil. Voilà. Et puis on voit aussi pas mal, on en voit quelques-uns, on n'en voit pas tant que ça, en fait, des spectacles semi-improvisés, à moitié écrits, ou à moitié scénographiés ou scénarisés, avec des tiroirs un peu qui viennent comme ça, plus ou moins calés. Donc ça, on a de plus en plus, quoi. Je trouve. C'est un peu les choses que je vois ou que j'ai vues, que ce soit dans des festivals ou à Bordeaux, quoi. Comment t'expliques cette évolution et qu'est-ce que t'en penses? Comment j'explique cette évolution? Je pense qu'au bout d'un moment, je sais pas, je trouve que c'est une suite logique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on explore, on a exploré à fond le côté performance de l'improvisation. Puis maintenant, quand on voit qu'on a tout exploré, il faut qu'on aille ouvrir notre porte puis explorer autre chose. Donc je pense que c'est une suite ordinaire, logique des choses. Et c'était quoi la deuxième question? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Moi, que j'aime ou que j'aime pas, ça me plaît de connaître. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je vois, auxquels j'ai participé d'ailleurs, auxquels j'adhère plus ou moins artistiquement ou personnellement. Et par contre, je m'éclate de le connaître, quoi. Parce que, tu programmes des trucs que t'aimes pas? Est-ce que je programme? Ouais, ça m'est arrivé de programmer des choses mais dans tous les sens, hein. Des choses où c'est pour moi trop justement sa performance ou la manière de jouer, ça me correspond pas. Et à l'opposé, des choses où quand je l'ai vu une fois ou deux, ça m'ennuie, quoi. Donc où je trouve que le rendu est pas des fois à la hauteur de la volonté artistique du départ, quoi. Mais c'est tout personnel, hein. C'est-à-dire que j'ai mon opinion personnelle sur ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Des fois, c'est difficile de l'expliquer aussi parce que c'est comme un film ou un livre où voilà, il y a des choses. Des fois, j'arrive à expliquer. Bon, là, c'est ma partie, donc je peux l'expliquer des fois techniquement, artistiquement, pourquoi j'accroche moins. Et puis des fois, c'est aussi juste une question de feeling, de plaisir, ouais, ça me fait quelque chose ou ça me fait rien, quoi. Un peu comme vraiment, ça me fait penser un peu à l'art contemporain, quoi. Il y a des moments où je vais voir un truc, puis je me dis, ouais, là, voilà, ça me fait quelque chose. Pourtant, c'est simple, mais je ressens un truc, ça me fait un truc vraiment au fond de moi-même. Puis des fois, je me dis, ah, ok, il y a quand même beaucoup de blabla pour pas grand-chose, quoi. Mais il y a des artistes qui l'ont dit eux-mêmes, hein. Dali, tu vas au musée Dali, la moitié tu dis ah ouais là c'est génial et la moitié tu dis ouais, c'est un peu foutu de notre gueule. Et puis il le disait lui-même que de toute manière il pouvait se permettre de signer n'importe quoi et d'un seul coup c'était une œuvre d'art parce que c'était signé Dali, quoi. Donc il y a ce côté-là. Des fois je me dis ah ouais on en fait beaucoup et puis finalement le rendu est quand même pas à la hauteur de ça, quoi. Je trouve. Et t'imagines comment la tendance à venir? Ça va continuer comment? Je pense que le fond, on va l'avoir de plus en plus. Ça a bien commencé avec le féminisme. Et puis, moi j'ai une envie, j'aimerais bien qu'on arrive un peu à parler plus de politique, que l'impro soit un peu plus utile, quoi, socialement. Pourquoi on fait de l'impro où on dit qu'on sait pas la suite et qu'on veut de la spontanéité et on veut y plaquer, hein, mais il faut que ça parle de politique, de féminisme ou d'écologie ou de n'importe quel autre sujet? Et comment on fait ce truc-là? Alors, c'est la dernière question qui est la plus dure. Parce que moi, j'ai une volonté j'aimerais, je fantasme de pouvoir faire puis on a déjà discuté avec plein de comédiens, de faire un spectacle politique où il y a un fond derrière, il y a un truc qui fait que les gens, à la fin, ils puissent réfléchir, avoir une réflexion à tout ça. Et à la fois, en effet,
je pense qu'on se heurte à ce côté, de manière, on va créer de manière spontanée. Donc, on ne sait pas trop où va aller l'impro. L'impro, elle va un peu où elle veut. Moi, c'est un peu ma façon de voir l'improvisation. Pour moi, c'est pas moi qui dirige, c'est elle. Donc, moi, je suis juste à son service. Si je suis à son service, il y a une partie que je ne contrôle plus. Et donc, si je ne contrôle plus, est-ce que je peux arriver à faire passer un message, quoi. Donc, est-ce qu'il ne faut pas une forme semi? Moi, je fais du théâtre forum. Donc, par exemple, je m'éclate dans le théâtre forum parce que pour le coup, là, j'utilise mon truc d'improvisation, d'improvisateur, à des fins de faire passer un message. Mais bon, l'outil, il existe, il est créé, il marche, quoi. Maintenant, c'est quoi le théâtre forum? Et en quoi il y a de l'impro? Le théâtre forum, on a une première scène écrite qui traite d'une problématique sociétale, souvent lourde. Ça peut être violence faite aux femmes, addictologie, ou des choses comme ça. Et puis on joue une première scène qui termine mal, qui se termine comme dans la vraie vie, quoi, qui a une fin malheureuse, on va dire. Et ensuite, on va la rejouer et on va inviter le public à venir remplacer un des protagonistes, si possible pas le bourreau, entre guillemets, parce que là c'est trop facile de le faire changer. Un des protagonistes pour arriver à trouver une solution, peut-être, potentiellement, trouver une solution à cette problématique. En tout cas, essayer de fouiller pour voir. Et, voilà. Et les autres comédiens, dans ce cas-là, vont improviser. Ils vont réagir à cette proposition, ils vont accepter cette proposition, ils vont réagir. C'est assez le truc le plus difficile dans le théâtre forum, justement, c'est d'accepter la proposition. Doucement, et puis après, étape par étape, essayer de réagir par rapport à cette proposition. On est presque dans le oui et, je pense. Et on va essayer de tester cette solution pour voir si elle fonctionne. Puis des fois, on fait en sorte qu'elle ne fonctionne pas. Enfin, on l'a teste tellement qu'on se rend compte qu'elle ne marche pas. Et donc, on essaye de nouveau avec un autre protagoniste. Donc, voilà. C'est génial. Enfin, c'est vraiment c'est hyper puissant. Et à jouer, c'est assez fatigant parce qu'on traite des sujets poignants, difficiles. On s'imprègne beaucoup. On a des témoignages avant. Moi, j'aime bien écouter plein de podcasts sur ces sujets-là avant. Voilà, donc, c'est pendant une semaine où on est dans la violence faite aux femmes. Quand on sort, on est un peu vidé, quoi, mais c'est vraiment intéressant. Et j'ai l'impression d'être un peu utile, même si c'est la prétention de changer les choses, ouais, j'ai la prétention de changer les choses. Même si c'est un tout petit peu, peut-être que j'ai changé un peu le point de vue de quelqu'un, d'une personne parmi les 100 personnes qu'il y a là, c'est déjà pas mal. Je prends. Ça a été traité théoriquement, il y a des sources là-dessus? Oui, c'est Augusto Boal, Théâtre des opprimés, il y a des bouquins là-dessus, il y a des tutos, comment faire un théâtre forum en 1 heure. Non, c'est un vrai travail, hein, c'est hyper... Non, mais il faut lire Boal, c'est bien. Puis, ça a été créé pendant la dictature d'extrême droite de Brésil, donc il y a une vraie volonté là, théâtre invisible, tout ça, voilà. Donc, non, c'est intéressant. Est-ce que du coup, avec cette entre guillemets mode du théâtre, de l'impro, où on veut mettre du fond, un propos, est-ce qu'il n'y a pas aussi une prétention où on se dit ça va être plus noble et plus légitime que du simple divertissement? Est-ce que le divertissement peut être aussi noble que le spectacle à propos? Ah oui, moi je suis sûr. C'est pour ça que j'ai dit, tu me demandes est-ce qu'il y a des spectacles à propos? Je dis oui, il y en a. Est-ce que je les défends maintenant? Ceux que je vois... Non, c'est pas plus noble. Je pense qu'il y a une volonté des fois de dire on va faire un truc artistique, on va faire un truc théâtral, on va faire du théâtre. Mais je sais pas, Molière, c'est divertissant, non? Donc on peut très bien faire un spectacle d'impro divertissant, et c'est du théâtre quand même, et c'est pas moins noble du tout, bien au contraire, quoi. Et ça peut être drôle et noble aussi. Il y a plein de manières qu'un spectacle soit drôle. Non, c'est pas plus noble. Non, moi je suis plutôt, mes spectacles sont plutôt des spectacles divertissants, pour l'instant. On peut être artiste et faire du divertissement? Oui. Je pense que on peut très bien faire je sais pas, c'est-à-dire que tous les mecs qui font du comique, c'est pas des artistes, quoi. Je veux dire, moi j'ai beaucoup de respect, comme je sais pas, des comédiens, comme autant de respect pour un Pierre Richard que pour un Desplechin, quoi. Enfin, un Almaric, quoi. C'est pas la même chose, et je trouve ça aussi dur de faire rire que de faire pleurer, plus dur même peut-être. Donc
c'est un peu différent quand même, parce qu'il y a réfléchir, voilà. Mais non, tant que les gens, pendant 1 heure, on les a emmenés dans un ailleurs, dans autre chose, on est allé un peu les bousculer, on les a un peu réfléchir sur ce qu'ils sont eux, sur la manière de fonctionner en famille, etc. Sur la société peut-être un peu, mais si au moins on les a fait voyager émotionnellement, moi je suis content, ça me va quoi, c'est bien. Le reste, je comprends qu'on ait envie d'avoir cette volonté-là de défendre une ligne artistique dure et tout. Des fois, j'ai peur que ce soit une posture plus qu'une vraie volonté artistique. Tu disais, j'adorerais faire un spectacle politique, mais c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué et si oui, pourquoi? Bah, c'est compliqué parce que justement, si notre volonté ultime, c'est que les gens ils rentrent chez eux en étant un peu changés, on a réussi un peu à les faire réfléchir sur leur propre opinion. Je ne dis pas qu'on va leur déclarer une vérité, enfin, je n'ai pas cette volonté-là, mais si on peut arriver à faire en sorte que les gens ils aient vu le monde différemment ou leur propre façon de voir le monde différemment, bah, ce serait bien. Mais comment on arrive à ça? Est-ce que ça marche en le caricaturant? Est-ce que ça marche en étant un peu violent, dur? Est-ce que ça marche en décrivant la réalité? Franchement, c'est une question pour l'instant laquelle je n'ai pas la réponse. Et quand on discute de ces trucs politiques, on n'est pas tous d'accord sur la manière de faire, quoi. On va y arriver parce que 2022 approche, donc il va bien falloir qu'on s'y mette. Mais Par ricochet, ça me fait penser à ça. Il y a des gens dans ton parcours, ça fait longtemps que tu fais de l'impro, il y a des gens dans ton parcours que tu as admirés, qui ont été, entre guillemets, des révélateurs. En improvisation, Ouais. Admirer, non, pas trop, parce que je suis pas trop dans le système fan. Mais des gens qui m'ont inspiré, ouais, mais plein, tout le temps en fait. Constamment, dès que je vais dans un festival, puis que je joue avec des gens et que je les vois jouer et que je les entends parler ou que je les entends. J'aime bien des fois quand j'ai pas moi d'atelier ou de workshop, ma présence à un workshop, écouter comment les gens fonctionnent et tout. Oui, tout le temps. Enfin, je pense que je suis constamment en train d'apprendre des choses, quoi, de tout le monde. Et même des gens qui n'ont pas mon expérience ou qui sont jeunes improvisateurs ou jeunes improvisatrices, des fois dire ah tiens ça c'est ça j'avais pas vu ça comme ça ou ah ça m'ouvre ça m'ouvre une fenêtre ou ça m'élargit ma façon de voir les choses. Voilà. Je suis pas trop je suis pas trop dogmatique, donc j'ai pas ce côté je suis fan de telle personne. Oui, des gens qui m'ont mis des claques, il y a des gens que j'ai adoré, avec qui j'ai adoré jouer, avec qui j'ai admiré le travail. Non, admiré le travail, je sais pas, mais ouais, il y a plein d'inspirations, plein de trucs à droite, à gauche. C'est très dire d'en citer une personne, quoi. Et puis j'ai l'impression d'avoir, c'est un peu, je sais pas, c'est pas un peu prétentieux, mais c'est quand même un moment que je fais l'improvisation. Donc j'ai presque été au début de l'improvisation, à quelque chose près. Donc il n'y avait pas de mentor de l'improvisation presque à cette époque, donc on n'a pas eu, j'ai pas eu de mentor, voilà, pour résumer. Mais plein de gens qui m'ont fortement inspiré, ou qui m'ont fait découvrir des choses, plein. Tu fais partie des anciens du coup, ça fait longtemps. Est-ce qu'on peut devenir un vieux con en impro? Bah, je pense, ouais. Est-ce que tu en as vu et à quoi tu les reconnais? Ceux qui qu'on fait 20 fois la même chose et qui le défendent. Oui, mais c'est normal, c'est l'impro. À la fois toi aussi, et la réponse est bah, toi aussi, quand tu parles dans la vie, des fois tu dis les mêmes choses, tu racontes les mêmes histoires, bah, moi pareil. Donc là, bon. C'est ceux qui défendent aussi des points de vue qui, pour eux, ils sont vraiment indéfendables, mais ils continuent à les défendre parce qu'ils sont accrochés à ce truc-là. Et tous ceux qui refusent de voir qu'il y a plein d'autres choses qui se font dans le monde de l'improvisation que ce qu'ils font eux. Ça, pour moi, c'est peut-être le pire, ça. Je pense que... Encore une fois, c'est pas d'aller aimer ou d'apprécier, mais moi de connaître, quoi. Je sais pas, si j'aime le cinéma, je vais aller voir toutes sortes de cinéma, non. Moi, je vais m'intéresser, en tout cas. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que même...
Des fois, je vais me forcer à regarder des films que je n'ai pas vraiment envie de regarder, mais je vais les regarder parce qu'on en parle, et puis je vais les regarder en mangeant, en travaillant, en faisant autre chose, en faisant comme ça, moi je sais de quoi ça parle, quoi. Et puis voilà. Bon, en impro, c'est ça, quoi. Tu es un joueur polyvalent et ouvert. C'est ça, je suis un joueur polyvalent et ouvert, mais c'est un défaut aussi. C'est-à-dire que je suis pas, déjà, je suis pas un joueur, je suis un comédien, mais je suis aussi peut-être pas considéré comme un joueur justement avec une vraie conviction artistique, je suis un comédien somme toute d'improvisation, somme toute banale, on va dire. Mais je sais pas, on va dire, je suis moyen bon partout. Tu parlais de festival où tu avais vu des spectacles. Il y avait à l'époque un grand festival qui rayonnait qui s'appelait Spontaneous. Ça te parle? Ouais, on a été avec ma compagnie, notre compagnie et compagnie, l'organisateur de ce festival pendant plus de 10 ans. C'était quand ça? Je crois que le dernier a eu lieu en 2016, 15. Je crois que j'ai fait le dernier. Et 2015. les premiers? Et ben, 2005. À peu près, ça fait à peu près 10 ans, quelque chose près. Je ne suis pas très bon dans les dates. Donc, il a dû en avoir après moi, donc je n'ai peut-être pas suivi les derniers. Ça s'est arrêté quand j'y étais plus, donc 2015. Non, je déconne. Mais 10 ans, ouais, 10 ans de Spontaneous. Et puis avant, ça s'appelait 5-4-3-2-1 Impro aussi. Donc il y a eu un prémisse de Spontaneous. Voilà. Et c'était un festival qui durait une semaine. On faisait des spectacles. Alors on a eu deux méthodes. La première méthode, c'est qu'on invitait des spectacles extérieurs. Et puis les compagnies venaient entières jouer ces spectacles-là. Et puis de temps en temps, avec ces compagnies-là, on faisait d'autres choses, du kino, d'autres spectacles improvisés, des spectacles pour enfants. Rappelle-nous, le kino, c'est quoi? Kino, c'est un cinéma improvisé. On a 24 heures pour tourner un film, tourner, monter, musique improvisée, jeux improvisés, voilà. On le faisait parce qu'on avait des amis québécois qui nous avaient amené ça. On avait fait un festival de kino avec, voilà. Et donc on jouait la journée, la nuit on allait tourner les kinos. C'était assez génial quand même comme ambiance. Et puis la deuxième partie, on a arrêté de faire ça parce qu'on a eu 2-3 surprises sur les spectacles. Et donc. Raconte-nous. Non, mais je me rappelle une troupe, franchement je ne pourrais pas dire le nom, mais une troupe qui faisait de la performance improvisée, artistique, voilà. Et quand ils ont commencé à casser des machines à écrire sur scène à coups de batte de baseball, on s'est dit bon, ça ne ressemble peut-être pas exactement à ce qu'on défend. Donc voilà. Et puis même après, quand on jouait avec eux sur scène, on ne trouvait pas notamment la même écriture, le même langage commun, donc c'était difficile. Voilà. Moi je regrette rien de ce qu'on a tenté parce qu'il fallait qu'on passe par là, par ce moment-là pour trouver une autre manière de faire. Et donc la deuxième partie, c'est qu'on invitait un certain nombre de comédiens, improvisateurs qu'on appréciait, plutôt des gens gentils d'ailleurs, et avec eux on... Attends, c'est quoi quelqu'un de gentil ou de gentil par opposition à quoi? Non, mais à un moment, on s'est fait la remarque, on s'est dit, ah, c'est vrai qu'on invite des gens gentils, quoi, des gens sympas. On leur dit, tiens, tu dors là, dans ce gîte, d'accord. Bah, tu vas pas manger à midi parce qu'il n'y a pas à manger, d'accord. Oh, tu es payé un cachet pour la semaine, d'accord. Donc, on avait des gens qui étaient. Parce qu'ils venaient pour C'était le festival du pauvre. Ouais, c'était le festival de pauvres. Non, on avait des moyens, mais on gardait pour nous. Non, mais je sais pas, mais c'est vrai qu'on s'est dit ça, on s'est dit non, on invite quand même des gens gentils parce que ça se passait toujours bien, quoi. Il y avait toujours une super ambiance parce que les gens ils étaient toujours partants pour aller faire 1000 trucs et Dieu sait qu'on a fait vraiment des trucs bizarres. Comme quoi? Des soirées secrètes, on a joué dans des endroits pas possibles, à l'hôpital, dans une école, voilà, ou dehors. On a fait un spectacle, une énorme imposture qui s'est plutôt mal terminée parce que plus on s'enfonçait dans l'imposture, plus les gens croyaient à l'imposture, et donc plus on s'enfonçait, et plus les gens croyaient, et au bout d'un moment, ça devenait totalement malaisant, et on ne savait plus comment sortir, et c'était compliqué, jusqu'à ce que les gens sortent de la salle, donc au bout d'un moment, on a dû arrêter quand même le spectacle. Voilà, ou dans des spectacles où des fois on se dit, mais pourquoi on fait ça? Mais voilà, parce que dans notre compagnie, quand un disait, bah moi j'ai envie de faire ça, on lui disait, ok, vas-y, c'est ta soirée, fais ce que tu as envie de faire, et puis et ça donnait des moments extraordinaire qu'on continue derrière. On a joué avec des flamencos par exemple, on a fait des spectacles où on mélangeait flamenco et impro, et on a continué derrière ce truc-là.
Et puis des fois on se dit bon là non ça marche pas, on fera plus et puis très bien quoi. Et donc on crée des spectacles, des spectacles différents et on incluait ces gens-là dans un atelier. Au début dans un atelier qui travaillait la forme et puis ensuite on jouait le soir la forme avec l'aide de régisseurs, de musiciens en direct, etc. Et ouais c'était fou quoi. C'était vraiment une période. Moi j'adorais Spontaneous quoi. On perdait de l'argent quand même, mais c'était notre activité artistique où on créait, créatif, c'était créatif et récréatif. C'était vraiment, voilà, on travaillait l'année pour des fois dans les entreprises, on faisait des animations de séminaires, choses comme ça, et on savait pourquoi on le faisait aussi, parce que ça payait la possibilité de faire un festival d'impro où tout le monde était payé, où tout le monde était logé, nourri, transporté, et où c'était l'éclat artistique, quoi. Tu parles de ce spectacle comme il y avait un côté un peu dingue. Est-ce que ça se retrouve encore aujourd'hui? Est-ce t'as l'impression d'être dans une époque tout aussi dingue ou plus polissée en termes de création? Non, je trouve que moi je suis toujours surpris de voir qu'on peut encore trouver des choses, encore des choses nouvelles. J'ai encore participé, depuis que je suis rentré en France, il y a encore des spectacles auxquels j'ai participé en étant quand même assez surpris, assez bousculé. Ouais, donc tant mieux quoi. Non, je pense qu'il y a encore des choses qui bougent, ouais. Heureusement. Je pense que des gens qui disent ah, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Non, je pense qu'on n'a pas fait le tour. Je pense qu'on a encore plein de trucs à tenter. Et on va encore trouver des choses. C'est sûr quoi. Moi, depuis que je suis rentré il y a 3 ans, il y a des choses qui m'ont surpris quoi. Tu veux savoir quoi, c'est ça? Bah oui. Par exemple, de me trouver en train de jouer avec la morsure ou avec voilà, c'est ce spectacle qu'on peut tamponner comme étant rock'n'roll un peu. Il y a un côté rock'n'roll. Moi, ça me parle en tout cas. De quoi tu parles? The Party, par exemple, voilà, où un spectacle, on va jouer quand même vachement sur l'organique, sur ce qu'on est, où il n'y a pas trop de limites, où il y a une vraie ligne artistique sur ça, et de le jouer. Alors j'ai eu la chance de le jouer avec une équipe formidable, donc j'en garde un souvenir assez génial, mais ouais, je me suis dit, ah, on peut faire ça quoi. Moi qui venais plutôt d'une compagnie où on était relativement justement un peu polissé, pas trop rock'n'roll, je trouve, parce qu'on était nombreux, qu'on décidait à tous, donc on avançait doucement. On décidait ça en sociocratie, donc pas à la majorité, mais à l'unanimité. Donc on avançait sûrement, mais doucement. Et d'un coup de me dire, tiens, on peut être punk sur scène, ça m'a ouvert des portes quoi, sur la manière de jouer, quoi. Et ça m'a influencé d'autres spectacles, bien sûr. Spontaneous, c'était avec Et Compagnie? Oui. Et donc, t'es parti des compagnies? Je suis parti des compagnies avant que ça split, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement cette compagnie et le split, comme tu dis? Eh ben, on était tous avant d'une compagnie amateur qui s'appelait La Liliade, qu'on avait créée, qui s'est enrichie chaque année de gens qui venaient d'ateliers, entre autres de la Lily. Nous, après, on a nous-mêmes monté nos ateliers, donc voilà, donc on s'est enrichi. Et on a été, en fait, il y a 2 équipes qui sont montées un peu différentes puis qui sont regroupées assez vite pour monter Et Compagnie. Donc on était 9, je crois. Ça a fonctionné une dizaine d'années. Spontaneous, Catch Impro, voilà, Mondial d'Impro, pas mal de travail en entreprise. Et plein de formats, de spectacles différents d'improvisation. Voilà quoi. Pourquoi ça a splitté? Pourquoi ça splittait? Parce que je pense qu'au bout d'un moment, au bout de 10 ans, il y en a certains avaient fait le tour, et puis sur le fonctionnement général de la compagnie, qui était quand même assez particulière, parce que, encore une fois, on décidait à l'unanimité, ou au moins par renoncement. C'est sûr qu'il y a des gens qui voulaient faire autre chose, voir autre chose, et la compagnie ne le permettait pas, quoi. Donc on avait un système un peu kolkhozien, donc c'est mon côté, et puis je pense qu'au bout d'un moment il a peut-être fallu que ça arrête. Je sais pas, j'étais pas là, mais donc T'es parti avant le déluge? ouais, je suis parti avant le déluge, mais bon, ça sentait déjà un peu la fin avant que je parte quand même. Je m'en suis parti parce que je pense que je voulais pas voir la fin peut-être. Du coup, qu'est-ce que tu gardes? C'est quoi l'intérêt d'une vie de troupe? C'est quoi l'intérêt d'une carrière solo? Puisque là on peut dire que t'es un peu en carrière solo. Ouais.
C'est une très bonne question parce que c'est marrant des fois de voir des troupes qui viennent à la Providence Bordeaux et d'un seul coup de voir le fonctionnement troupe. Comme les parvenus viennent, là, ils sont là tous en troupe, ils se font manger ensemble et tout. Puis je retrouve cette ambiance troupe que j'ai connue. J'ai adoré ce moment troupe, on était une famille, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Bah, le côté confrontation des idées. Je me rappelle, on faisait une réunion hebdomadaire. J'arrivais à la réunion tellement content d'aller à ces réunions. Je sortais tellement fatigué de ces réunions parce que tout était discuté âprement et c'était génial parce que c'était voilà. Des fois, j'arrivais avec des super idées. Je me rappelle vraiment d'avoir ça. Le matin, je me disais ah j'ai une super idée, je vais leur proposer ça quoi. Puis j'étais sûr que c'était une super idée. Et puis j'arrivais, puis 4, 5, 6, 10 arguments, disant mais non, mais regarde ça, regarde ça. Puis d'un seul coup, les gens venaient éclairer différemment mon idée. Je me dis ah ouais, bah ouais, ils ont raison. Non, c'est une idée de merde en fait. Mais tu vois, alors que seul, ou si j'avais été directeur artistique de ce truc-là, j'aurais tenu à mon idée. Alors encore une fois, ça a les avantages, les inconvénients, les inconvénients, les avantages quoi. Dis-moi plus d'avantages ou plus d'inconvénients. Bah là. Bah, l'avantage, c'est qu'on est d'un coup une force créative énorme. On est tous ensemble à créer, à mélanger nos idées, voilà. Et l'inconvénient, bah, c'est ça, c'est qu'on avance moins vite. On avance plus sûrement, mais on avance beaucoup moins vite. On avance surtout avec moins une ligne directrice artistique, quoi. On peut décider d'un seul coup de se dire que tiens, la danse va prendre une partie énorme de nos spectacles. Et si dans les 9, on n'est 4 pas d'accord, bah, on ne le fera pas. Voilà. Alors que peut-être que ça aurait été génial de le faire. On ne saura jamais. Voilà. Après, il y a tout le côté être porté par une force de troupe, de copains, de conneries non-stop. Voilà. C'était partir en tournée, c'était notre rêve parce qu'on on était comme des frères et sœurs, quoi. C'était quand même vraiment un moment fou. Puis des moments où c'était tendu, où ça s'engueulait, où c'était une famille, quoi. Pour être une bonne troupe, c'est ça? Faut être une famille, des potes ou des frères et sœurs? Est-ce qu'on peut être une bonne troupe et des collègues? Ouais, je pense aussi. Je pense d'ailleurs que je suis plus là-dedans maintenant en me disant, c'est moins, j'ai plus à travailler, j'ai plus l'impression de faire un travail qui me passionne que une passion qui est mon travail par rapport à avant. C'est-à-dire que avant, je mangeais un pro, j'y vais un pro, j'étais tout le temps, on était tout le temps les uns avec les autres, quoi. Mais encore une fois, c'était notre fonctionnement. Hein. Je pense qu'il y a d'autres troupes qui ont un autre fonctionnement et c'est peut-être aussi très bien. C'est peut-être très bien qu'il y a une personne qui dirige ou deux personnes qui dirigent, puis il y a une sorte d'électrons libres autour qui gravitent autour de ce truc-là. Ça fonctionne aussi. Je pense que chaque compagnie a une manière de fonctionner différente, quoi. Nous, c'était ce fonctionnement-là, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y en a une de bonne ou de mieux que d'autres? Non, je pense que ça dépend sur quoi, à quoi on veut arriver. Je pense c'est ça surtout, quoi. Nous, on voulait créer. On voulait créer tout le temps. Donc, on crée. C'était vraiment ce truc-là, quoi. À partir du moment où on a commencé à dire, tiens, mais qu'est-ce qu'on veut créer ou qu'est-ce qu'on veut dire quand on crée ou où est-ce qu'on veut aller, là, il y a eu des différences, quoi. Parce que je pense que on n'était plus là-dedans, dans ce truc de juste, allons-y, amusons-nous, créons, faisons ce qu'il y a, prenons tout. On va faire des trucs avec des gitans du Rajasthan. Faisons un spectacle avec des gitans du Rajasthan. C'est une vraie histoire. On a vraiment fait un spectacle avec des gitans du Rajasthan. Il doit y avoir des photos sur Internet. Vous êtes allé chercher des gitans du Rajasthan? Ouais. Mais le Rajasthan en Asie, c'est ça? Ouais. Mais ils habitaient en France, hein, mais ils sont venus avec leur tablas et tout. On a fait un spectacle. J'ai des images incroyables de ce spectacle-là. Et donc on se disait non à rien, quoi. Et je pense que, je sais plus, je me suis perdu un peu dans ta question, mais est-ce qu'il y a une méthode de troupe qui fonctionne mieux qu'une autre? Non, je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on veut, en fait. Nous, on ne s'est pas créé en disant on va monter une troupe d'improvisation pour défendre tel spectacle d'improvisation ou telle ligne artistique. On s'est dit on va monter une troupe d'improvisation pour faire de l'improvisation. Donc, on était une troupe qui faisait de l'improvisation. Et ça nous allait bien pendant une période. Si maintenant je veux créer une troupe en disant je veux monter une troupe où qui est une association qui va faire des cachets et je veux pas faire une seule réunion, rien du tout, tu fais ça. Tu fais une troupe tout seul, tu fais une association, tu t'appelles une troupe machin et puis tu fais des cachets et puis voilà. Mais si tu veux faire une troupe qui d'un seul coup dire moi je veux défendre telle ligne artistique, tel truc, peut-être que c'est pas la bonne solution d'être 12.
Peut-être qu'il faut être 2, 3, 1. Non, j'ai pas de réponse à ça. Il n'y en a pas, je pense, surtout. Tu dis je suis parti, t'es parti où? En Afrique, Où ça? au Togo, à Lomé, capitale du Togo. T'as fait de l'impro là-bas? Ouais, ouais, assez rapidement. Déjà, je revenais assez souvent faire des spectacles quand même en France. J'ai refait Spontanéous, j'ai refait le Mondial, etc. Et Est-ce puis, qu'il y avait déjà de l'impro au Togo quand t'es arrivé? alors, oui, il faisait déjà des moments où, voilà, déjà, il y a l'oralité, tout le côté griot. Les griots, ils se font des battles de griots, donc ils font des battles d'impro. Vas-y, raconte. Bah alors, franchement, je ne pourrais pas en dire énormément plus que ça, mais je sais que des griots, c'est des poètes. Bon, il y a un côté un peu animiste derrière tout ça, bien sûr. Et Animisme, donc, c'est. l'animisme, c'est une religion, une forme de religion qui s'attache aux choses de la nature, aux fétiches, aux fétichards, voilà. Donc, Qui croit aux esprits, donc qui dans les croient aux arbres, esprits, dans les à arbres, l'intérieur etc., voilà. des éléments de Et la aussi aux mauvais esprits, donc au vaudou. Le vaudou, c'est une descendance de l'animisme, un peu la sorcellerie de l'animisme, quoi. L'animisme, les Japonais sont animistes, par exemple. Donc, si vous voulez, Miyazaki, par exemple, c'est l'animisme. Donc, ça rapproche vachement de l'animisme africain. Bref, les griots, donc c'est plutôt des artistes, c'est plutôt des conteurs, prêtres, poètes, chanteurs, voilà, et qui improvisent des poèmes, des histoires, des contes. Et des fois, ils étaient plusieurs et ils faisaient des petites battles de griots comme ça. Donc l'oral en Afrique, c'est hyper important, quoi. Il y a quand même très peu de bibliothèques, à part, je pense, Tombouctou, Chinguetti, au Mauritanie. Enfin, il n'y en a pas énormément. Et donc, il y a peu de vieux bâtiments déjà. Et donc, la tradition a été orale. Donc, le conte africain, voilà, très important. Les griots, très importants. Voilà, le slam au Togo, hyper développé, par exemple. Et du coup, quand tu leur parles d'impro, ils te disent on en fait à travers ces différents arts. Ouais, on a déjà fait. On a fait des fois, on allait chez quelqu'un, puis on improvisait des histoires comme ça, voilà, mais sans savoir que c'était de l'impro, quoi. C'était les Jourdains de l'improvisation, quoi. Ils faisaient de l'impro sans savoir qu'ils faisaient de l'impro. Et moi, je leur dis, bah, si vous voulez, je vais vous apprendre un peu à deux, trois techniques, deux, trois trucs, on va travailler ça. Mais en contrepartie, vous allez m'aider à faire, toi, tu vas animer un truc sur le conte, toi, tu vas animer un truc sur le slam, toi, tu vas faire de la danse, etc., quoi. En échange de pratique, comme ça. Bon, T'es le blanc qui est venu organiser les trucs au Togo, quoi. Voilà. Et au bout d'un moment, on a fait que de l'impro parce qu'ils préparaient jamais leur atelier. Ils disaient, mais toi, vas-y, fais de l'impro. Et très vite, on s'est éclaté, on s'est marré. On a fait un premier spectacle qui a hyper bien marché. Et puis, on s'est dit, bon, bah, on continue. Voilà. Et donc, après, j'ai fait du théâtre forum au Togo aussi. Et on a fait. Et puis, voilà, on a fait pas mal de spectacles. Ils ont même fait une tournée on a même fait une tournée en France. On a joué ici, à la Providence. Voilà. Qu'est-ce que tu vois comme différence dans la manière de jouer? Ou dans les histoires qui se font? Ou dans l'esprit, dans la manière d'aborder la discipline? Bah c'est la différence culturelle qui était le plus difficile au début de jouer, quoi. Dans l'imaginaire, quoi. C'est-à-dire que c'était pas les comédiens que j'avais, ils n'étaient pas habituellement, ils n'ont pas une offre culturelle comme moi j'ai pu avoir quand je suis allé à l'école, au lycée, etc. C'était pas des gens qui avaient été très longtemps à l'école, par exemple, qui s'étaient fait vraiment eux-mêmes, qui maîtrisaient la langue française à la perfection, même des fois mieux que moi, mais parce que eux-mêmes avaient écouté RFI quand ils étaient tout petits pendant des heures et des heures pour maîtriser cette langue, voilà, qui n'est pas leur langue maternelle en plus. Et donc c'était l'imaginaire. Au début, c'était quand même beaucoup les mêmes histoires d'argent, c'était rigolo, il y avait toujours des histoires de fétiches, d'argent, d'infidélité, de belles mamans, voilà, de marâtres, beaucoup de marâtres. C'est la deuxième femme ou la troisième femme qui s'occupe de l'enfant. Et au bout d'un moment, je leur dis, ouais, on peut parler d'autre chose, hors quotidien, et puis doucement, c'est venu, quoi. Mais des fois, c'était difficile parce que je me rappelle d'un spectacle qu'on avait fait en France où le gars était monté dans un ascenseur et puis les comédiens me regardaient genre, bah, ils savent pas vraiment comment ça marche un ascenseur, quoi. Ils en ont vu à la télé, mais ils sont jamais montés dans un ascenseur, ils n'étaient jamais montés dans un ascenseur vraiment, quoi. Donc c'était certain, donc c'était marrant cette différence culturelle entre les deux, quoi. Il n'y a pas une énorme, on s'est très très vite retrouvés sur scène à s'amuser, dans l'humour, dans le truc. Second degré, c'est un peu plus difficile en Afrique. Là, moi, j'ai pris 2-3 claques là-dessus. J'ai plutôt un humour second degré, un peu moqueur.
pas sans rire, ça ne marche pas trop en Afrique, l'humour second degré. Et qu'est-ce que tu as appris? Où tu te dis, oh, là, ils m'ont appris quelque truc? Sur la spontanéité, la manière de manier la langue française, mêler la poésie, le slam, le conte, voilà, une oralité, une manière de pouvoir faire des longues envolées seul sur ces choses-là, et le physique, quoi. Le physique, le corps, ils étaient tous danseurs, donc au milieu j'étais juste ridicule voilà, eux ils utilisent leur corps, quoi. C'est-à-dire? Ben, moi je suis pas le comédien le plus corporel que tu puisses trouver, même si je suis un peu sportif, mais non, eux voilà, c'est des danseurs, quoi, donc ils utilisent leur corps dans les spectacles, alors que moi je suis quand même très, très bavard, quoi, donc c'était bavard aussi, mais c'était différent, ouais. Mais d'avoir donné des ateliers là-bas, c'était très différent. Parce que nous, on a beaucoup de langage du corps. Eux, ils n'ont pas du tout le même langage du corps, quoi. Ils sont très poker face, par exemple, donc ils peuvent mentir sans problème, sans sourciller, même si ils ont un objet dans la main, ils disent non, je l'ai pas, pas de problème, pas de sourcil, alors que nous, on va être là, gênés, ça va se voir tout de suite, quoi. Mais il n'y a pas, on s'est très vite retrouvés, quoi, sur scène, très très vite. Est-ce que c'est compliqué? Tu dis, ah, je suis un blanc, je vais au Togo, je leur apprends l'impro. Ouais, surtout que c'était une volonté pour moi de. J'avais vraiment cette difficulté entre dire je vais venir et je vais vous apprendre des trucs, vous allez voir. C'est pour ça que je voulais faire des échanges de pratiques, de dire on va s'apprendre des choses mutuellement, parce que vous savez des choses, j'en sais, voilà. Et à ce côté, qui était difficile de dire, ouais, puisqu'il y a plein de blancs qui arrivent là-bas, et puis je vais vous apprendre, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, quoi. Donc franchement, j'ai rencontré des comédiens incroyables, des gars bien meilleurs comédiens que moi, que j'ai vu jouer du Molière au Togo, incroyable, vraiment. Donc ouais, j'avais ce côté-là qui était difficile et je voulais pas non plus créer un projet, parce qu'après j'ai créé un projet avec une ONG là-bas, autour de l'impro, enfin autour du théâtre, dans les écoles. Et je voulais surtout pas que ce projet-là il meure si j'étais plus là. Donc la volonté c'était que les gens qui allaient reprendre le plan derrière moi, ils étaient assez formés pour arriver à continuer le projet sans que je sois là, et ils continuent sans que je sois là. Bon, des fois, ils m'appellent en me disant tiens, on a ça, ce problème, comment on peut le régler, ou est-ce que tu connais pas un exercice qui, hein, ou est-ce que tu pas. Donc je suis là un peu en aide technique, quoi. Mais il fonctionne sans moi, et c'est ma plus grande fierté, quoi, de se dire que ce projet-là qui s'appelle NIACB continue dans les écoles, il y a des gens qui vivent de ça, parce que j'ai lancé le truc et parce qu'on a été une super troupe au début, on était 4-5 et on s'est fait confiance et ça a marché, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui te rebutent en impro? De le faire moi ou de voir? Les deux. Quand on joue pas le jeu, je trouve. Quand on joue pas le jeu parce qu'on a une posture. Je reviens à cette notion de posture, là, ce côté je le fais pas parce que j'ai décidé qu'il fallait pas le faire, quoi. Et donc je sais pas comment bien l'expliquer, mais Tu es en train de parler de bienséance? ouais, ou de vrai, de jouer vrai, quoi. J'avais qu'on joue vrai. Des fois, il y a des gens qui font semblant de jouer, ou ils font semblant de jouer comme ça parce que c'est bien d'être comme ça. Mais c'est quoi en vrai ce que tu défends? C'est quoi est-ce que c'est du vrai ou est-ce que c'est juste une posture, tu as décidé que c'était ça, de jouer, donc tu peux pas avoir le reste, quoi. Il y a un truc quand il y a la personne en face de moi qui est tellement dans son truc à lui que moi j'existe pas, ou que ce que je propose n'existe pas, ou que il va même pas écouter ou même pas m'écouter en dehors de scène, même. Tu vois, donc tu n'es pas dans la ligne artistique, donc je tiens pas compte de ce que tu fais, quoi. Peut-être ce truc-là. Je sais pas si je m'explique bien. Non, c'est clair. D'accord. Mais moi j'aime bien retrouver les gens sur scène, quoi. J'aime bien. Mon plaisir c'est l'autre, quoi. J'aimerais bien tenter un jour un solo, mais vraiment pour l'expérience, parce que c'est pas tellement le truc qui m'attire le plus. Moi, ce que je veux, c'est jouer avec les autres, c'est rencontrer les gens sur le plateau. J'ai un spectacle où chaque fois les invités changent à chaque fois.
jouer avec des gens avec qui j'ai jamais joué, je trouve ça génial, quoi. C'est autre chose. C'est juste autre chose que d'avoir travaillé un duo avec quelqu'un, une forme artistique, d'avoir réfléchi avant, en amont, ce que c'est. Mais l'improvisation pour ça, la spontanéité du moment, de la rencontre, c'est. Enfin, pour moi, il y a peu de comparaisons dans la vie, quoi. C'est le moment surprise de risque qu'on prend ensemble, là, d'un seul coup de monter sur scène et de jouer alors qu'on se connaît pas. C'est ouf, quoi. Est-ce qu'Olivier, tu as un échec à nous faire parvenir, un échec qui t'a été salvateur? Bah, ouais, peut-être tes compagnies, de ne pas avoir réussi à sauver la compagnie, quoi. Mais bon, j'ai fui avant, donc j'ai fui l'échec. Du coup, tu as appris quoi? Bah, bah j'ai appris peut-être que les choses ont un temps et qu'on peut pas. Il y a des moments quand ça doit se terminer, ça doit se terminer. Je ne peux pas non plus tout le temps essayer de garder les choses vivantes alors qu'elles sont juste en train de survivre. Et puis, et que c'est pas grave. En fait, que c'est pas grave et que ce qui est important, c'est franchement, on en parlait avec Mathieu la dernière fois, il y a quelques temps déjà. Il me disait que ce qui est important, c'est de se retourner, de se dire, bah, quand même, putain, on peut être fier de ce qu'on a fait, quoi. Moi, c'est ça. Je suis fier de ce qu'on a fait, même si ça se termine pas très bien, mais je suis quand même fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on a donné. On n'a peut-être pas fait tout bien, on a peut-être mal fini les choses, mais par contre, waouh, ce qu'on a fait, c'était chouette, quoi. Se retourner avec fierté ce qu'on a fait, je trouve que c'est pas mal, quoi. Mais je sais pas si c'est un échec cuisant, mais je sais pas, je parle pas d'échec, il y a des erreurs, notamment on fait des erreurs, mais si des fois je me dis, ah là, j'ai été, j'ai regardé cette personne-là avec telle attitude, ou sans en tenir vraiment compte, que j'étais pas dans ce moment-là centré sur, j'étais un peu centré sur moi ou centré sur tel endroit, mais pas sur tel endroit, et me dire, ah des fois j'ai des gens que j'ai peut-être pas respecté comme j'aurais dû le faire, quoi. Je pense qu'à des fois, j'ai peut-être pu donner cette impression-là. Ça, c'est un peu, je me dis, ouais, il y a un moment où j'ai pu être beaucoup plus centré sur moi-même que je le suis maintenant, ou beaucoup plus narcissique, ou voilà, que ce que j'étais. C'est peut-être ça. Et des moments, ouais, qu'on me renvoie une image, des fois un peu comme ça, d'avant, je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'aurais peut-être pu faire un peu plus attention. Ben bon, avec l'âge, on apprend aussi ça, quoi. Olivier, j'ai à côté de moi plusieurs valises remplies de billets et je me dis, hey, c'est pour toi à condition que tu fasses un truc avec de l'impro dedans. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je mets en place une sorte de fondation pour faire l'impro dans les écoles, pour que tout le monde fasse de l'impro ou du théâtre dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires, n'importe, que tout le monde fasse du théâtre. Pourquoi faire? Bah, parce que je suis persuadé que si tout le monde faisait du théâtre ou de l'impro, la société serait différente. Que je pense que les gens ils apprendraient à parler, à s'écouter, à s'entendre, à se parler, à communiquer de manière générale. Peut-être qu'ils seraient un peu plus bienveillants les uns avec les autres. Plus que dans le sport ou dans la poterie? Ouais, on pourrait faire la poterie aussi, mais du sport aussi. Mais non, mais oui, c'est du sport aussi. De l'art aussi, bien sûr. Mais je pense que vraiment le théâtre, je trouve qu'on n'est pas bon les Français en communication. En général, on utilise l'impro pour. Moi, je fais des formations en prise de parole en public, par exemple. Mais je sais pas, je vois les gens, ils sont tellement mauvais, quoi. Mais pas notamment dans la communication, mais ils sont mauvais aussi à écouter les autres. Il y a vraiment des trucs qui m'agacent, c'est d'entendre les gens parler et dans une réunion de famille, machin, ils disent mais ils parlent pas du tout la même chose. Mais pourquoi ils s'écoutent pas? Pourquoi ils s'entendent pas, quoi? Ou tu parles avec quelqu'un, puis tu vois qu'ils t'écoutent pas, ils t'entendent pas, ils s'en foutent, en fait. Je trouve que des fois, avec des improvisateurs, on a l'impression qu'il y a une vraie écoute quand même. Il y a, pas toujours, hein, mais je suis sûr que ça apporterait quelque chose d'énorme. Je suis pas le seul à défendre ce truc-là. Je veux dire, faut écouter Improvius de Papy, c'est quand même super intéressant, ce qu'il dit sur l'apport que ça a. Voilà, c'est quand même assez passionnant, son truc, quoi. Et pourquoi moi j'étais enseignant en plus avant, dans une autre vie, ouais, j'adorerais faire du théâtre et de l'impro dans les écoles. En plus, ça ferait vivre plein de comédiens, ce serait cool. Avec cette mallette de billets, quoi. C'est déclaré ou pas déclaré? Comme tu veux. On va déclarer.
Merci Olivier. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui commencerait l'impro? Je dirais va voir de l'impro, va en voir plein, va voir des films, lis des BD, regarde des séries, déjà cultive-toi quoi. Cultive-toi et aussi cultive-toi d'impro, beaucoup. Va te former, va te faire déformer, c'est-à-dire que va aussi faire des trucs qui te bousculent un peu, va faire du clown, va faire des choses comme ça, mais reste surtout pas sur ce que tu sais faire quoi. Même si ça marche, même si tu as du retour public sur ton truc, ça peut pas suffire. Ça peut pas suffire, on peut pas en rester là quoi. C'est pas un truc juste pour satisfaire son besoin narcissique, l'improvisation quoi. C'est aussi c'est aussi l'autre. Voilà, il y a plein d'autres notions là-dedans, mais continue à te former. Mais mange de l'impro, mange de la culture aussi en général. Ouais, parce qu'il n'y a pas que de l'impro aussi. Hein. Je trouve important de se cultiver, de lire, faut être boulimique quoi. Faut être boulimique. Et des fois, je suis étonné dans des improvisateurs qui ont une culture, je sais pas, limitée, c'est un peu fort, mais je vais me dire, mais putain, mais lis ça. Pas notamment des livres d'impro quoi. Moi, je lis peu de livres d'impro par exemple. Mais j'adore lire plein de livres, plein de trucs. Et j'apprends aussi en regardant des films, en regardant des séries, voilà quoi, en discutant avec les gens. Ouais, ce serait ça le conseil. T'enferme pas dans ce que tu sais faire, quoi. Ça suffit pas. Après tout ce qu'on vient de se dire, Olivier Dubois, pourquoi est-ce que tu fais de l'impro? Maintenant, parce que ça me fait vivre, parce que c'est mon travail, et parce que j'aime mon travail. Mais de partir en Afrique et de ne pas faire de scène pendant longtemps, ça m'a aussi fait réfléchir à ça. Je me suis rendu compte que je pourrais m'en passer. C'est-à-dire que ça me manque, mais je pense que je pourrais m'en passer. J'ai d'autres passions dans la vie que l'impro, donc il y a d'autres choses qui me passionnent fortement, et je pense que je ferai plus d'une autre passion que l'impro si je vais arrêter l'improvisation. Mais c'est quoi la question? C'est qu'est-ce qui te passionne dans l'impro? Ouais, c'était pas pourquoi tu pourrais ne pas en faire, c'est pourquoi tu veux continuer à en faire. Ah, pourquoi je veux continuer à en faire? Mais parce que c'est quand même parce que c'est un moment à la scène, c'est un moment hors du temps où j'oublie tout, où je suis capable d'être tout, où je suis quelqu'un d'autre. Surtout, je suis quelqu'un d'autre totalement. Il y a mon moi public, mon moi privé. Et j'aime être mon moi public aussi, quoi. J'aime la scène, j'aime ce moment-là totalement dans l'instant présent, le ici, maintenant, voilà, le hic et nunc, comme disent les latins, quoi. Ce moment-là où le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, j'adore, quoi. J'adore et je me sens totalement vivant. C'est un peu facile de dire ça, mais il y a vraiment ce côté-là de se dire je suis vivant, quoi. Je suis totalement vivant, quoi. Mais comme moi je fais de la montagne et je me sens vivant quand je suis en montagne, voilà quoi. Dans ma voiture, dans un embouteillage, je me sens pas trop vivant. Tu vois, en train de remplir des papiers, je me sens pas trop vivant. Mais sur scène, je me sens totalement, pleinement. C'est marrant, c'est moi-même sans être moi-même, quoi. Mais tout est possible. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Dans ce moment-là. Et c'est pas que c'est addictif, mais c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir immense. J'aime l'avant, j'aime l'après, j'aime le pendant, j'aime rencontrer, et puis tout ce que ça emmène aussi. La rencontre avec les gens, continuer à faire des festivals, continuer à avoir des spectacles, continuer à accueillir des gens. Tout ce truc-là, ce serait tellement dur de ne pas continuer à voir du monde, quoi. Olivier Dubois. Oui. Merci. Merci.